Bonjour, je m'appelle Alexandre Delval, je viens de publier Le Projet, un ouvrage dédié à la stratégie de conquête des frères musulmans. Il n'y a pas de complot, je ne suis pas complotiste. Mais par contre, il existe des plans de conquête, des projets, et c'est intéressant de les décrypter. Alors Alexandre Delval, vous dites que le projet des frères musulmans n'est ni un complot, ni un secret. Alors pour que tout soit clair, dites-nous, quelle est en fait leur ambition ? Alors l'ambition des frères musulmans, depuis toujours, depuis Hassan al-Banna en 1928, qui crée l'organisation, c'est avant tout d'empêcher les musulmans d'adhérer à une idéologie non musulmane. Empêcher la laïcité, empêcher l'intégration des valeurs occidentales, empêcher même la réforme de l'islam. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les frères musulmans sont créés dans les années 20, c'est le moment le plus merveilleux pour le monde musulman, puisqu'il y a une volonté de s'émanciper de la théocratie. Il y a des réformistes partout en Turquie avec les Tanzimat, dans le monde arabe avec la Nahda. Et les frères musulmans, c'est en fait l'aile conservatrice qui est très maligne, parce que pour justifier le refus de la modernité des réformes et de l'État-nation, eh bien, ils utilisent l'anticolonialisme. Et ils le font pareil aussi en France avec les indigènes. L'idée, c'est d'utiliser le communautarisme, l'anticolonialisme, une question identitaire, pour masquer en fait un programme obscurantiste, arriéré, et en fait le rétablissement du califat. Se poser en victime du colonialisme pour en fait soi-même développer un colonialisme islamique qu'on appelle le mythe du califat, puisque les frères musulmans, c'est les premiers islamistes qui veulent organiser le retour du califat après l'abolition du califat par le fameux mécréant qu'ils détestent, Atatürk. Alors pour que tout soit clair, encore une fois, parce que à chaque fois que l'on parle de l'islam, c'est l'Orient compliqué. Pour les Français, d'où viennent-ils, ces frères musulmans ? Alors les frères musulmans viennent d'Égypte. Hassan al-Banna, le grand-père du fameux Tariq Ramadan, d'Égypte. En Égypte. Et en 1928, l'idée, c'est de rétablir le califat et d'appliquer la charia partout. À la fois dans le monde musulman, mais quelques années plus tard, parce que l'immigration islamique commence en Europe dans les années 60, même un peu les années 50. Donc très peu de temps plus tard, Hassan al-Banna et son gendre Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan, le gendre du créateur des frères musulmans, est envoyé en Suisse et en Allemagne pour faire la même chose qu'il a fait dans les pays musulmans, empêcher que les musulmans deviennent des laïcs, deviennent des apostats. Et comment ? En distillant chez eux une paranoïa communautaire, un sentiment de persécution, d'où le mythe de l'islamophobie. Ça vient des frères musulmans. L'idée, c'est de séparer le musulman du non-musulman, que la musulmane jamais ne croise un chrétien, que jamais la musulmane passe sous l'autorité d'un non-musulman, que jamais la communauté musulmane obéisse à des lois mécréantes. Comment ? Eh bien, en justifiant un séparatisme communautariste. C'est une stratégie, il n'y a pas de complot. Dès les années 20, dès les années 30, la doctrine a été mise en place, ou en tout cas pensée. Oui. Et c'est l'écho, on trouve l'écho aujourd'hui. Êtes-vous en train de nous dire que c'est le retour des années 20, des années 30 en fait ? Mais bien sûr, le programme des frères musulmans, il est connu puisqu'on a un fameux programme qui s'appelle les 50 propositions du fameux Hassan al-Banna, le créateur. Et déjà, il explique qu'il faut investir l'éducation, la culture, les médias, faire de l'entrisme. Un Gramsci égyptien. Mais bien sûr. Hassan al-Banna, c'est un Gramscisme, c'est un mélange de trotskisme et de Gramscisme. C'est-à-dire l'aile la plus maligne de l'extrême gauche qui a su infiltrer, prendre l'éducation avec le combat culturel et l'entrisme. Les frères musulmans, c'est la même chose, version islamiste. C'est les plus intelligents des islamistes. En gros, les salafistes frontaux, finalement, sont moins dangereux, parce qu'ils annoncent clairement la couleur, et ils sont contre la démocratie, ils sont contre toute forme de concession. Les frères musulmans, ce sont aussi des salafistes, ils viennent de la même mouvance qu'on appelle le salafisme, qui est réfractaire à tout à aggiornamento, mais ils le font de manière maligne, un peu comme les trotskistes et les gramscistes, par le combat culturel, l'infiltration, l'entrisme. Et on a un autre projet, d'où le titre de mon livre, qui s'appelle Le Projet, justement, qu'on a retrouvé en 2001 dans la Banque des Frères Musulmans à Lugano en Suisse, dans le domicile du milliardaire Youssef Nada, qui était le créateur de la Banque des Frères Musulmans, Taqwa Bank. Et on a retrouvé, lors d'une perquisition à cause du 11 septembre, un livre très court qui s'appelait Le Projet. Et dans Le Projet, livre interne des Frères Musulmans, il était écrit c'était un manuel, comment conquérir l'Europe. Par l'infiltration, l'instrumentalisation de l'antiracisme, la pénétration des systèmes bancaires, des ordres médiatiques, des ordres des avocats, comment en fait pénétrer les sociétés occidentales et profiter de leur tolérance pour avancer des pions et conquérir des parts de marché. D'où mon livre. C'est pour ça que je dis je ne suis pas du tout complotiste.
il n'y a pas de complot, mais il y a des projets. Et les projets des frères musulmans, l'avantage, c'est que on peut pas être accusé de quoi que ce soit, puisque ce sont des documents internes que la police égyptienne, les polices américaines, les polices suisses ont retrouvés dans plusieurs pays. Ça relève du complot. Ah non? Des documents internes. Alors oui, dans la loi, dans les lois, par exemple en Amérique, il y a des lois sur ceux qui complotent, même en France, contre l'État. Mais c'est un mot qui est devenu malheureusement négatif. Il est démodé parce que ceux qui sont des conspirationnistes, qui voient systématiquement des complots partout, ont en quelque sorte discrédité le mot complot. Mais vous avez raison. Dans la loi. Dans les lois même des démocraties, il existe l'inculpation de complot contre l'État, contre la sécurité, etc. Donc, je ne suis pas complotiste et je n'aime pas les théories complotistes, mais il y a de véritables plans, des projets que certains peuvent appeler complots. En tout cas, les frères musulmans ont un projet clair de conquête du monde musulman en premier et ensuite de l'Europe, parce qu'ils ont très peur qu'un musulman devienne modéré, devienne démocrate, devienne laïque. Leur idée, c'est pas permettre aux musulmans de pouvoir vivre sa foi, ce qui serait tout à fait légitime. L'idée des frères musulmans, c'est de politiser l'islam et d'utiliser l'aspiration tout à fait légitime à être croyant, utiliser ce droit à la liberté religieuse pour en fait justifier un prosélytisme de type politico-religieux, de conquête, pour faire régner, comme ils le disent dans leur ouvrage Le Projet, que les lois de la charia règnent sur toute la terre. Le projet est carrément mégalomaniaque. Donc ce que vous nous dites, c'est que la menace des frères musulmans est peut-être moins létale que celle des djihadistes wahhabites, oui. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus subversive. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La grande différence entre les wahhabites purs et durs, de type djihadiste ou même quiétistes, les vrais wahhabites sont contre toute concession, même vestimentaire. Les frères musulmans sont beaucoup plus malins. Ils ont la cravate et le costume. Ils acceptent la démocratie, les partis politiques. Ils acceptent même les idées comme droits de l'homme. Aujourd'hui, ils font carrément une OPA sur le féminisme. D'où les alliances entre l'extrême gauche, les mélanchonistes, les Rocala Diallo, au nom de la femme, du nouveau féminisme, défendre le droit au port du voile. Ils sont très malins. Les frères musulmans sont les plus dangereux parce que ils arrivent à prendre les valeurs des sociétés mécréantes et les retourner contre elles. Donc vous parlez de leur guerre sémantique, mais ne sont-ils pas non plus en rivalité avec les mouvements djihadistes? Comment se joue cette dynamique entre djihadisme, wahhabisme et frères musulmans? Alors, je pense que cette question est fondamentale parce que les frères musulmans, leur grande habilité en Europe, on peut se poser la question, pourquoi sont-ils autorisés? Pourquoi ont-ils pignon sur rue? Alors qu'ils ont un programme néo-califal très dangereux. Eh bien, on a la réponse. Et ils mentent sans mentir. C'est-à-dire, les frères musulmans disent, nous sommes contre le djihadisme. En Europe, donnez-nous des mosquées, des lycées islamiques et donnez-nous des concessions communautaristes, puisque, en échange, nous allons instaurer la Pax Islamica, nous allons surveiller les quartiers, ce que faisait Sarkozy lorsqu'il a mis les... Certains lycées ont de très très bons résultats scolaires. Absolument. D'ailleurs, les musulmans qui sont très observants peuvent être de très bons éléments dans des entreprises, dans les lycées, et même de très bons étudiants, puisqu'il y a quand même une rigueur, etc. Donc les frères musulmans disent, notre conservatisme, certes, est un peu radical, mais comme nous, en Europe, nous sommes contre le djihadisme, donnez-nous des concessions, donnez-nous des pans de la société, donnez-nous une sorte d'autogestion, dans le cadre d'une sorte de séparatisme communément accepté, conjointement accepté. En échange, comme nous sommes des vrais islamistes, on nous écoutera lorsque nous dirons à nos barbus, dans les banlieues et ailleurs, de ne pas passer à l'acte djihadiste. Donc c'est les islamistes que j'appelle coupeurs de langue, parce qu'ils pratiquent le djihad du verbe, mais aussi empêcher leurs ennemis de parler par l'instrumentalisation de l'antiracisme, l'alliance avec la gauche antiraciste. Mais en fait, ces coupeurs de langue ne sont pas si différents des coupeurs de tête. Les coupeurs de tête, c'est les djihadistes. Ils se partagent le travail. Les uns conquièrent la société par le retournement des valeurs, ils gagnent la société de l'intérieur par l'éducation, l'embrigadement, je dirais, doux, institutionnel. Les autres intimident physiquement. Et finalement, c'est complémentaire. Celui qui fait peur à la société mécréante et qui rappelle que c'est dangereux de critiquer l'islam, c'est dangereux de se moquer du prophète, c'est dangereux de faire des caricatures, finalement, il n'est pas très éloigné de celui qui dit c'est de l'islamophobie de critiquer l'islam. Entre celui qui dit vous êtes puni de mort si vous critiquez l'islam et celui qui dit nous allons vous traîner devant les tribunaux si vous critiquez l'islam, les deux finalement veulent faire taire. Les uns le font
par le djihad physique, les autres par le djihad verbal. On appelle ça aussi le djihad by court. Les Américains parlent souvent de djihad by court, c'est-à-dire le djihad juridique. De plus en plus, c'est les procès qui sont intentés. Mais aussi l'alliance avec les mouvements antiracistes, elle est très importante. Elle consiste à culpabiliser, diaboliser les forces mécréantes qui seraient encore capables de résister. Et donc je pense qu'il y a plus une coopération qu'une antinomie avec les djihadistes. N'y a-t-il pas quand même une différence entre ces salafistes, ces wahhabites et les frères musulmans? Après tout, les frères musulmans ne sont pas pour l'interdiction radicale du vin, ils sont pour une forme de tempérance dans la consommation de l'alcool. Idem avec la musique, ils ne sont pas pour l'interdiction de la musique comme les wahhabites, ils sont pour un contrôle ou un tri de certaines chansons. Après tout, n'est-ce pas, quitte à choisir, n'est-ce pas mieux? Bien sûr, oui, absolument, c'est ce que pensent nos dirigeants, mais c'est dangereux comme jeu. Parce qu'on donne quand même beaucoup de pans de notre société à des gens qui ont un projet à long terme qui est antinomique. Et il faut lire les textes antinomique avec le nôtre. Les frères musulmans veulent rétablir le califat, imposer la charia sur toute la terre et interdire la mécréance, l'apostasie, la sortie de la religion et la laïcité. C'est totalement contraire à un projet qui est celui d'une société démocratique. Mais là où vous avez raison, ils n'interdisent pas tout de suite le vin, ils ne veulent pas appliquer tout de suite la charia, parce que la grande stratégie des frères musulmans, que l'on retrouve dans leur livre Le Projet, c'est d'y aller mollo, par étapes, progressivement. On ne va pas dire tout de suite ce que l'on est et ce que l'on veut, puisque la société mécréante risquerait de nous faire obstacle. Donc pour amadouer la société mécréante, on va dire qu'on a changé, qu'on n'est pas tout à fait 100% frères musulmans. D'ailleurs, les frères musulmans, en général, quand vous les interviewez, ne sont pas frères musulmans. Même Tariq Ramadan, qui est quand même toujours membre de la société qui gère la base des frères musulmans en Suisse, à l'entendre, il n'est pas frère musulman. Il a fait sa thèse sur les frères musulmans. Donc vous les accusez tous de double langage. Mais c'est certain. Mais c'est un procès d'intention. Oui. Absolument, c'était un procès d'intention étayé par la réalité. Il y a eu un reportage très intéressant qui a été fait par Chesneau et Malbruno, les auteurs du fameux Qatar Paper, qui parlent beaucoup des frères musulmans. Et à un moment, ils interrogent des gens qui sont membres de Musulmans de France, l'association française des frères musulmans, qui ont des projets financés par le Qatar au profit des frères musulmans, mais ils vous disent qu'ils n'ont rien à voir avec les frères musulmans. Ou alors ils disent plutôt tout le monde est frère en islam. Ils répondent avec des pirouettes. Donc on a des gens qui sont très forts dans la dissimulation, la taqiyya, qu'on appelle ruse de guerre, plutôt dans le sunnisme. On en parle beaucoup d'ailleurs. Et les frères musulmans, je dirais que c'est les plus intelligents, les plus habiles, les plus fourbes, les plus duplices, les plus malins des islamistes. Alors vous avez raison, ils sont différents des wahhabites purs. Mais pas tant que ça, parce que quand vous grattez l'idéologie wahhabite, qui est une réforme saoudienne de l'école hanbalite, qui est la 4e école juridique du sunnisme. Et quand vous grattez l'idéologie religieuse, ou plutôt le corpus qu'il y a derrière les frères musulmans, c'est le même. Ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, c'est l'école hanbalite. En fait, l'école juridique est exactement la même. Ça veut dire qu'un vrai frère musulman, le jour où il n'a plus besoin de se masquer, il demandera l'interdiction de l'alcool, il rétablira les punitions physiques, il rétablira toute la charia, puisque c'est le programme des frères musulmans. N'oublions pas que le logo des frères musulmans, il faut le montrer, d'ailleurs il est sur la couverture de mon livre, le logo des frères musulmans, c'est 2 épées croisées avec un Coran. Le Coran, on l'appelle la Constitution. Les frères musulmans, leur grand slogan, c'est « L'islam est la solution, le Coran est notre Constitution ». Donc l'idée, c'est que seul Dieu doit être à l'origine de la loi terrestre, et Dieu, il a donné aux hommes une loi qui est le Coran, qui lui-même inspire la charia. Et si quelqu'un fait obstacle à ce projet d'islamisation du monde, parce que c'est le monde entier qui est voulu, c'est pas que l'Europe, les épées sont là pour défendre l'islam. Dans le livre que j'ai écrit avec Emmanuel Razavi, puisqu'on l'a écrit à 2, livre avec Tariq Ramadan. Voilà, oui, que le livre qu'on a écrit avec Emmanuel Razavi, on parle beaucoup de Tariq Ramadan aussi. Eh bien, nous le montrons. Ce projet est tout à fait clair. Il est écrit dans tous les livres internes qu'on a trouvés des frères musulmans. Donc, on comprend, Alexandre Delval, votre critique théorique à l'égard des frères musulmans, mais alors, où en sont-ils en pratique aujourd'hui en France ou même à travers l'Europe? Que font-ils au quotidien pour changer ou pour appliquer ce que vous appelez le projet? Alors, très intéressant, parce que d'autres documents internes des frères musulmans le montrent. Aujourd'hui, avec le Qatar comme financier et base arrière, et aussi pays qui abrite leur télévision El Jazeera et leur site internet AJ+, que j'invite les auditeurs à consulter, parce que c'est impressionnant, la duplicité du discours, c'est très intéressant. C'est génialement fait. AJ+, qui est la version internet d'Al Jazeera. Donc, le Qatar d'un côté, la Turquie comme bras armé, bras militaire, appui diplomatique. Les frères musulmans ont opéré une sorte d'alliance inter-islamiste
qui en Europe est à l'origine de projets de mosquées, de lycées islamiques, d'associations islamiques, d'associations culturelles et même de projets de partis politiques. Le Qatar vient acheter des hommes politiques pour faciliter ensuite le travail de fond des frères musulmans qui sont à l'origine de projets d'islamisation. On a de nombreuses personnes converties dans toute l'Italie aujourd'hui. Comme par hasard, depuis ces projets très récents, on a un boom des conversions. On a aussi le projet de Mulhouse en France, on a aussi des nouveaux projets à Marseille, même en Bourgogne, dans l'Aube, même en Bretagne. Vous iriez jusqu'à dire que les politiques françaises sont corrompus par les frères musulmans ? Bien sûr, beaucoup, pas tous. Je pense que Macron n'est pas acheté par le Qatar, mais on a eu de nombreux hommes politiques achetés par le Qatar. La corruption, c'est souvent essentiellement au niveau local. Celui qui a le plus besoin des voix des islamistes, c'est le maire d'une ville où il y a 80% de musulmans. Lui, c'est presque existentiel. Il aura besoin de les courtiser, les voix. Et lui, il va faire des compromissions dans la Pax Islamica pour avoir la paix dans sa banlieue, pour avoir des voix. Et il va être invité en Turquie ou au Qatar ou au Koweït et il ne va pas refuser qu'on lui graisse la patte pour favoriser un projet local de construction de mosquées ou de lycée islamique. Et beaucoup d'élus locaux se laissent avoir, soit une corruption directe ou indirecte. Parfois, c'est pas dans leur poche, mais c'est un projet qui va être financé avec. On va un petit peu être non regardant sur la loi 1901, parce que beaucoup de lois 1901, comme vous le savez, qui favorisent des projets culturels, sont détournées au profit du cultuel. Donc voilà, on a plein de projets dans toute l'Europe. C'est pour ça que mon livre s'appelle Le Projet, parce que c'est les projets d'islamisation, mais c'est aussi le livre des frères musulmans qui s'appelait Le Projet et qui indiquait la marche à suivre. Alors peut-on sortir de ce projet ? Vous avez évoqué l'extrême gauche et son alliance avec les frères musulmans. L'extrême gauche pourra-t-il s'en sortir ? Les Français, l'opinion publique, peuvent-ils aussi s'en sortir ? Il est clair que je ne suis pas militant d'extrême gauche et j'ai toujours été très fier d'être foncièrement anticommuniste puisque je suis contre toute forme de totalitarisme. Mais j'allais m'adresser aux communistes de manière, je dirais, charitable, comme on dit chez les chrétiens. Il ne faut pas juger l'autre moralement, il faut essayer de lui montrer s'il fait une erreur interne, s'il est en incohérence. Et moi, j'avertis juste une chose, les communistes, les gauchistes, les néo-tiers-mondistes, on les appelle comme on veut, ceux qui se réclament de la gauche tiers-mondiste anti-occidentale, lorsqu'ils jouent avec l'islam, qu'ils font une alliance avec l'islam radical, il faut savoir que ils seront sacrifiés tôt ou tard. Khomeini a utilisé la gauche et l'extrême gauche, notamment le parti Today, en Iran pour asseoir sa révolution. Comment ont été remerciés les révolutionnaires de gauche et d'extrême gauche qui ont aidé Khomeini ? Ils ont tous été liquidés. L'extrême gauche en Algérie, l'extrême gauche en Égypte, à chaque fois que la gauche ou l'extrême gauche a cru pouvoir composer avec des islamistes dans une logique d'union face à un ennemi, la gauche a toujours été remerciée par des exterminations, des persécutions et des emprisonnements. Donc moi, ce que je dis à la gauche française, c'est un calcul très dangereux qui va se retourner contre vous. C'est une alliance qui est vouée à l'échec, totalement contre nature. Et c'est pour ça que Charlie Hebdo, qui adhère finalement à la vraie gauche, finalement trotskisante, mais cohérente, Charlie Hebdo, c'est une gauche anti-islamiste, parce que c'est une véritable gauche athée, militante athée. Je ne suis pas Charlie Hebdo, mais ils sont cohérents. Eux, c'est une gauche cohérente. Ils savent très bien que le pire ennemi de la gauche, c'est pas les chrétiens, c'est l'islamisme. Charlie, une gauche cohérente, eh bien, Alessandre Delval, ce sera le mot de la fin. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur avec Emmanuel Razavi du livre Le Projet aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup. Merci à vous.